Bonsoir, je suis Guy Claude Agbeton, journaliste au magazine IDEA, et je suis ravi de vous rencontrer ce soir pour parler d'un sujet où finalement j'allais commencer par dire bonsoir à tous, et j'étais tenté de dire bonsoir à toutes et bonsoir à tous, parce que nous allons parler d'inégalité, ou alors de comment une égalité peut s'organiser dans le cadre de la transmission, et plus particulièrement de l'héritage. Donc ce soir, dans le cadre de l'exposition qui a lieu ici à la galerie d'Agoma Arti, je suis entouré des toiles, des sérigraphies d'Iman Fakir, qui va nous parler, qui va nous montrer donc à travers son art, j'allais dire son médium, qui va nous parler d'une question qui est géographiquement circonscrite au Maroc, mais qui en fait nous concerne tous. La transmission, l'héritage, et le fait que finalement on peut en parler autrement suivant que le genre soit différent, suivant qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et pour rendre cette conversation encore plus intéressante, il a été décidé d'inviter une deuxième personne à ma gauche, Yasmine Berian, qui est sociologue. Et donc le regard du sociologue et le regard de l'artiste vont non pas répondre directement à la question ou s'appesantir sur le contexte, le fait qu'il s'agisse du Maroc, mais d'en faire quelque chose d'un petit peu plus universel qui nous concerne tous, à savoir qu'on va réfléchir à ce que peut apporter l'art et la sociologie quand on se met à regarder la loi dans un pays et l'influence qu'elle a sur finalement chacun d'entre nous, que ce soit à l'occasion de la transmission ou par rapport à la loi, et dans un contexte donc on ne va pas être complètement juridique, peut-être même pas du tout, mais essayer d'être au plus près de l'impact qu'a justement ce qui est décidé par la loi sur nos vies les plus intimes. L'exposition s'appelle La part du lion. Alors avant de venir, j'essaie de me rappeler à quoi me faisait penser la part du lion et ce à quoi c'était rattaché, en quoi cette expression était éloquente. Et en fait, je suis tombé sur quelque chose de pas tellement pittoresque, mais d'un petit peu violent. C'est-à-dire qu'on parle d'une première mention de la part du lion en 1832 dans le Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Mais en fait, c'est déjà là, chez La Fontaine, au XVIIIe siècle, quand finalement, dans une histoire où les protagonistes sont une génisse, une chèvre, une brebis et un lion, donc la génisse, la chèvre, la brebis en société avec le lion, se pose déjà cette question d'inégalité. Mais ce qui m'a surpris, c'est que il est question de répartition d'une part dans une chasse, donc comme une répartition d'un butin. Et en fait, quand le lion parle de qui peut s'arroger des droits sur cette quatrième part, il menace donc la personne qui aurait cette prétention de l'étrangler. Et effectivement, je me suis rendu compte que cette part du lion n'était pas une image comme ça un peu lointaine, mais c'était quelque chose qui finalement me faisait plutôt penser à un système qui, quand on s'en écarte un peu trop parce qu'on pense que c'est juste, peut se révéler un petit peu violent. Donc, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais poser une première question à Iman Fakir. Alors, vous êtes né à Casablanca, vous vivez entre Casablanca et Marseille. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Vous êtes passé par l'École supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Vous avez fait aussi les Beaux-Arts à Casablanca et également l'École nationale de la photographie à Arles. Donc on peut dire, sans se tromper, que vous êtes une artiste multidisciplinaire. Et alors, ce que je voulais savoir, ma première question, c'était de savoir finalement qu'est-ce qui vous avait amené à vous pencher sur cette question qui est, j'allais dire, qui est assez particulière, mais en même temps, elle concerne tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à Saïba de mettre en place cette rencontre et discussion. Le projet, il a un point de départ qui est une histoire familiale déjà. C'est un projet qu'on vit au cours de notre parcours de vie. C'est des moments qu'on partage en famille sur la question du deuil. C'est des choses qu'on entend parler au sein de la famille, chez les voisins. C'est des histoires qu'on partage dans la sphère intime, mais qui n'est jamais abordée dans une question plus en public. Et en fait, au fil des années, c'est quelque chose qui nous accompagne presque comme un autre membre de la famille. Mais en fait, ce qui devenait intéressant, c'est que ces questions-là, elles se perpétuent,
mais on ne trouve pas de solution en fait. C'est les mêmes questionnements, les mêmes histoires qui se répètent. Et c'est à ce moment-là où mon travail intervient. Et c'est comme de cette manière-là que je travaille. C'est que mon travail se positionne au moment où les mêmes questions se répètent. Et la question de l'héritage en fait partie en fait. Ça veut dire à chaque fois quand je me retrouvais dans une réunion de famille ou qu'il y avait un deuil chez les voisins, chez une cousine, chez une tante, c'était les mêmes questions qui étaient abordées. Et en fait, au moment du deuil, on pense vivre un deuil, mais en fait, on vit un drame familial. Est-ce que c'est quelque chose finalement qui fait partie des choses que tout le monde sait très bien et en fait qui n'est pas un sujet de conversation comme on est en train de le faire maintenant? Exactement. En fait, ça appartient tellement à la sphère intime que presque parfois on peut s'interdire d'en parler. Et c'est là où ça devient intéressant et j'ai même aperçu que les femmes ne s'entraidaient pas dans cette question-là, en fait, à ce sujet-là. C'est que elles disaient, comme la question d'héritage, elle est liée au sacré, et du coup, le fait que le sacré est immuable, qu'on ne peut pas déroger, ce sont des règles qu'on ne peut pas déroger, il ne fallait qu'appliquer les règles. Et il n'y a pas de solution. Du coup, c'est vrai que ça restait toujours dans la sphère intime, sans pouvoir se dire, mais peut-être qu'il y a d'autres solutions, et comment on peut les trouver. Et est-ce qu'on peut les trouver? Mais sauf qu'on se le permettait pas. On se donnait pas cet espace-là. On se l'appropriait pas. On se le permettait pas, tout simplement. Alors, est-ce qu'on est bien en train de parler de la Mudawana, ou alors c'est quelque chose que c'est une image qu'on a de l'extérieur quand on en a entendu parler, ou alors il y a une autre organisation juridique, d'autres textes de loi qui s'appliquent dans le cas de l'héritage? Parce qu'effectivement, en Europe, c'est le thème qui a déjà été sujet d'articles de journaux et que parfois on peut avoir en tête. Est-ce que c'est ça qui s'applique au moment d'un décès et qu'il y a un partage des biens qui doit s'opérer dans une famille? Oui. En fait, le droit juridique marocain, il est totalement inspiré du droit coranique. Du coup, quand il y a un défunt, quand il y a un décès, dès qu'on a l'acte du décès, on fait appel à un adoul, qu'on appelle un juriste religieux, qui se déplace même dans le lieu où a eu lieu, en fait, dans la famille où il y a eu le décès. Et en fait, il arrive et il stipule qu'il y a eu l'acte du décès et il dit qui sont les héritiers ayant droit. Est-ce que le défunt, il a laissé un époux ou une épouse? Est-ce que le défunt, il a laissé un enfant? Et du coup, on commence à constituer l'acte de la succession. Et en fait, on applique le droit juridique qui est totalement inspiré du droit marocain, qui est géré par des codifications et des codes-parts qui sont fixes et qui sont très précises. Et précises. On peut pas. Oui. Est-ce que suivant le fait qu'on ait beaucoup de biens ou beaucoup moins, est-ce que ça fait une grande différence? Est-ce que ça s'applique de la même façon? Ça s'applique de la même manière, que ça soit peu ou pas, ou que même quand il n'y a rien, ou même quand on n'a que de la vaisselle. Par exemple, imaginons qu'on est dans une maison, il y a des matelas, une chambre, une cuisine, et on peut se permettre de se dire je veux avoir ma part de ce qui se trouve dans cette maison. Ça veut dire j'ai un quart. Du coup, on répartit le quart de la vaisselle, on répartit le quart du salon, on répartit le quart de ce qu'il y a dans le placard, si on le souhaite. Ouais. Mais en tous les cas, ce droit-là, il existe. Et alors, comment vous est venue l'idée d'en faire un sujet, c'est-à-dire de vous emparer du sujet? Du sujet d'ailleurs dont on ne parlait pas de cette façon-là, parce qu'on ne le remet pas en question facilement. C'est que c'était la question de l'injustice qui m'a le plus poussée à parler de ce sujet-là.
et du fait que c'est pas quelque chose qu'on l'étudiait. On a eu, par exemple, quand j'étais jeune, j'ai eu des cours d'éducation islamique, et en fait, on disait que c'était les règles et qu'il fallait appliquer les règles. Mais derrière les règles, il y a tout un système qui se met en place. C'est le système du droit, le système de la question du genre, le système de la question de l'injustice, le système de la question de l'inégalité. Et en fait, c'est à travers ces références du vécu que je dis c'est pas possible, il faut qu'on en parle. Et en fait, il y avait un point qui était important pour moi aussi, c'était qu'on était face à des équations mathématiques. C'était quelque chose qui était totalement abstrait et qui n'était pas visible. Et j'ai jamais eu l'occasion de formaliser les choses. Et même dans la famille, on disait oui, bah lui, il hérite du un quart, l'autre, il hérite du demi. Mais c'était tellement abstrait que je me suis dit c'est pas possible. Il faut que je réfléchisse à cette question et que je lui donne corps et que ça permette aussi d'avoir cette sensibilité de prendre conscience des inégalités à travers une matérialité en fait. Alors l'impression que j'ai eue au vernissage, c'est que quand on voyait donc ces sérigraphies qui sont autour de nous, j'avais l'impression que ça me mettait assez facilement dans un état un peu de révélation. C'est-à-dire que comme elles ont un fond clair, assez aéré, que c'est assez esthétique, ça a même un côté un peu apaisant, à partir du moment où on rentre dans la signification et qu'on voit ce que ça représente, on peut, si on n'est pas du tout courant, on est pris par surprise et que brusquement, c'est pas la révélation au sens comme ça un peu apaisant, c'est la révélation au sens je n'y avais jamais pensé, et du coup ça se montre assez fortement dans son évidence, un peu comme un cri muet, c'est-à-dire que comme une chose pour lequel on a de l'empathie qu'on trouve dommageable, mais qui est montrée dans sa logique implacable. Je ne veux pas dramatiser, mais c'est quand même impressionnant. C'était quelque chose dont vous étiez consciente en utilisant ce médium, ou alors c'est venu autrement, parce que quand on est plasticien, on ne fait pas forcément les choses avec ce message mis j'utilise tel matériau ou tel moyen pour dire telle ou telle chose. La matérialité, elle est venue bien après, en fait. Il y avait toute une partie de terrain. J'ai rencontré des familles. Ce sont des histoires qui sont venues par strates, qui ont accompagné les histoires familiales, les histoires du voisinage, les histoires des tantes et oncles, et les histoires provoquées par des rencontres autour de la recherche de ce sujet-là. Quand je rencontrais les personnes qui ont vécu des deuils et des deuils d'un membre de la famille, à ce moment-là, il y a eu cette prise de conscience de cette narration et de ces inégalités. Par exemple, je vais raconter une histoire d'une famille où il n'y avait pas de garçon. Il y avait les parents, 2 filles qui ont réussi dans les études et qui ont contribué à l'achat de la maison familiale. Sauf par réflexe, la maison, elle a été mise au nom du père. Ouais. C'est par respect du père qui a élevé les enfants, qui leur a permis d'avoir accès aux études. Et en fait, subitement, ce papa décède. Et il n'y a plus de garçons, et du jour au lendemain, il y a des membres de la famille, qui sont les oncles paternels, qui ont une part d'héritage parce qu'il n'y a pas de garçons. Et c'est à ce moment-là où j'ai compris toutes ces femmes qui voulaient absolument avoir un garçon dans la famille, parce qu'en fait, c'était comment dire, c'était celui qui allait interrompre l'accès à d'autres membres de la famille, d'avoir accès au patrimoine. Et du coup, cette maison-là, les personnes se sont introduites, ils ont commencé à regarder, ça on va le partager. Et ce qui a été violent pour eux, c'est que même le salon où ils s'installaient, ils ont récupéré la laine, ils ont défait les canapés, ils ont récupéré la laine, et cette laine, elle a été, proposé par quote-part, pour que chaque membre récupère sa part. Donc ça veut dire que cette mécanique s'applique vraiment brusquement, vous vous retrouvez comme je dirais pas un numéro, mais comme une chose, sans tenir compte justement de ce que vous pouvez ressentir, puisque ça s'applique, une loi effectivement doit s'appliquer, mais
est-ce qu'on peut, j'allais presque dire, bouger dans le moule? J'ai pas l'impression. Si, parce que, Enfin, il faudrait. parce que si on revient à la période pré-islamique, Mhm. en fait, la femme n'héritait pas. Arriva le Coran, elle commence à avoir une part. Mhm. Mais dans cette part, il y a des règles. Même si le garçon hérite 2 fois plus que la fille, il suppose qu'il hérite de 2 fois que sa sœur, par exemple. Sa sœur, son patrimoine, il est cumulé avec celui de son mari. Mais le frère a le devoir, par exemple, de subvenir aux besoins de sa sœur. La double part conditionnait une moralité qui permettait aux membres de la famille qui héritaient beaucoup plus d'être aussi acteurs et de contribuer à la vie des membres de la famille. Sauf que cette famille qui vivait élargie au VIe siècle, c'était une famille qui se composait de tantes, d'oncles, de cousins, Élargie, de oui. cousines, très élargie. Tout le monde contribuait au bien-être de cette famille. Et c'est tout à fait normal que dans ces quotes-parts de partage, tout le monde avait une part qui se répartissait dans cette configuration familiale. Sauf que le temps évolue, les familles se rétrécissent et elles se définissent sur un cercle qui se resserre et qui ne comporte que les parents et les enfants et les grands-parents. Et cette moralité, elle s'étiole, elle disparaît. Du coup, elle s'efface et en fait, elle laisse part au droit. Et le droit me permet d'avoir telle part. Du coup, je la prends et je m'en vais. Mais il n'y a plus cette prise de conscience de contribuer au bien-être aussi de cette communauté. Quelles sont les réactions que vous avez enregistrées que vous avez pu observer les premières fois que vous avez montré ce travail de sérigraphie? Quelles réactions vous avez observées devant ce travail de sérigraphie les premières fois, quand les gens découvrent la signification de ce qu'ils ne connaissent pas, et puis surtout cet aspect je dis implacable, mais si on veut être plus neutre, de déjà, organisé, prévu pour ce qui est quand même du vivant et du... Enfin... De rendre visible l'invisible, déjà. Moi, je trouve que c'est la chose qui frappe tout de suite. Ça veut dire qu'on a écho de ces équations mathématiques, mais elles sont visibles, elles sont réelles. Et une prise de conscience, j'espère aussi, qui est dans le retour du public, c'est cette prise de conscience de qui hérite de quoi et pourquoi, en fait. Et c'est vrai que le but n'est pas de remettre en question le sacré, parce que les religions, ce sont des grandes civilisations. Mais le plus important dans ce travail-là, c'était de donner corps à un dialogue, en fait. Et comment on le met en place et qu'est-ce qu'on va pouvoir changer dans ce dialogue qu'on met en place tous ensemble, en fait. C'est quelque chose dont, alors j'allais dire la jeunesse, mais pas forcément la jeunesse, dont les gens, parce que tout le monde est concerné, dont les gens parlent en échangeant des idées autres que le fait de considérer que c'est une chose immuable et qui fait partie d'un mélange de tradition et de juridique, en fait. Mais comme ça peut aussi créer des complications, est-ce que c'est un sujet de conversation courant dans les familles, de parler aussi des avantages de ça? Est-ce que c'est un sujet dont on peut parler librement? Je ne pense pas. Dans le cas des familles, c'est-à-dire, je ne parle pas en général dans la sphère publique, mais est-ce que c'est quelque chose qui... Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment... auquel on échappe difficilement, sauf à prévoir des aménagements, que justement, c'est ma dernière question, de savoir s'ils sont possibles. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un moyen de rééquilibrer des choses quand elles vous sont défavorables? Ou d'anticiper, une sorte d'organiser un partage, comme c'est peut-être permis. On peut l'organiser de son vivant, déjà, pour créer des équilibres. Ça veut dire ne pas laisser le bordel derrière soi. Mais déjà, la première chose, c'est ce qu'on appelle la hiba. Ça veut dire qu'on peut léguer son bien de son vivant. Et du coup, ça, c'est déjà une première chose, peut-être à mettre en place et à prendre conscience. Mais des fois, le côté sacré bloque
aussi ce parti pris, en fait, de régler les choses. Parce que parfois, pour certaines personnes, le sacré, il ne faut pas le toucher, il est immuable. Du coup, on ne peut pas aller à l'encontre. Et on va Même avec la volonté de le faire, ce n'est pas travail. forcément possible. Ouais. Alors on viendra à une seconde partie de l'exposition qui est au-dessus de nous, avec un interview, une visite dans une maison qui a aussi une signification par rapport à cette question. Alors il y a une autre partie de cette question que je voulais évoquer avec Yasmine Berian, qui est chargée de recherche au CNRS, et qui justement est, alors on dit une politiste, mais quelle différence avec politologue ? Je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Après, je ne me définis pas vraiment comme ça. Je me décrirais plutôt comme sociologue du politique, donc un peu à l'intersection de la sociologie et des études politiques. Donc, mes objets sont très politiques en soi, mais ma manière de procéder est plus proche des sociologues. On parlait du caractère immuable qui rend ces choses implacables, et en fait, j'avais l'impression que le régime actuel auquel les gens sont soumis n'est pas si ancien que ça. Alors, le droit successoral tel qu'il existe aujourd'hui, il date de, je pense, 1958. C'est là où la réforme, où la Moudawana, le Code de la famille a été mis en place. Avant, il y avait d'autres systèmes qui existaient, mais où le droit islamique avait un rôle à jouer dans la question des partages. Et donc là, ce qui se perpétue, c'est justement ces manières de calculer, et qu'on retrouve dans tout le Maghreb d'ailleurs, et dans d'autres sociétés aussi. Est-ce qu'il y a des différences alors là, on est au Maroc, mais est-ce que c'est quelque chose qui a des législations, j'allais dire, peut-être pas jumelles, mais est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique au Maroc, ou alors c'est quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs ? On le retrouve ailleurs. On le retrouve ailleurs. Après, maintenant, les détails précis, je ne saurais pas le dire, mais on trouve les formes en Tunisie, en Algérie, ça c'est sûr. De prévision à l'avance de la répartition de oui, des formes de calcul de l'héritage selon le droit islamique, oui. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, c'est quelque chose qui est présenté comme une loi donc, qui est différente par rapport à d'autres pays, mais en même temps, elle a aussi eu des évolutions, c'est-à-dire que vous parlez de la période 1958 quand on l'a codifiée, si j'ai bien compris, mais en fait, elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui a évolué, c'est le droit de la famille. Donc, quand je dis 58, c'est le droit de la famille. Le droit de la famille en général, d'accord. De manière générale. Donc, qui gère tout ce qui a à voir avec les mariages, divorce, etc. Divorce, la garde des enfants, enfin voilà, tout ça, les statuts des personnes à l'intérieur de la famille, le statut de la femme, du mari, etc. Donc, c'est très large, hein, c'est pas du tout spécifique à la question de l'héritage. Donc le droit successoral en fait partie. D'accord. Et c'est un des volets qui n'a pas été réformé ou qui est difficilement réformable. Et ça, un tout petit peu. Alors, j'attends à ce que... C'est vrai, mais c'est la question qui interpelle, enfin qui m'interpelle moi. Hein, ça pose des questions. Pourquoi beaucoup de choses on peut les réformer et puis ça non. Il y a tout un débat et justement, moi, avec mon travail, j'essaie de m'éloigner un peu de ces débats qui tournent autour de la question est-ce qu'on peut le réformer, est-ce qu'on peut réformer cette législation ou pas. Donc, beaucoup tournent autour de la réformabilité et beaucoup moins sur la question de mais qu'est-ce qui se passe concrètement dans les familles, enfin, qu'est-ce que ça fait à la société. Donc, il y a des grandes difficultés à le réformer, il y a des demandes de réforme. Elles existent. Là, il y a une réforme du Code de la famille qui est en cours de préparation depuis 2024. Il y a des propositions concrètes qui concernent l'héritage. Mais pour l'instant, la réforme n'est pas encore passée. Et les réformes proposées sont vraiment très minimales. Pour l'instant, ce qui est passé de toutes les étapes, il n'y a pas énormément qui a changé. Donc le côté immuable est pour l'instant encore un peu présent d'un point de vue plus juridique. La question que je me posais, c'était si c'était un sujet, pour la sociologie, si c'était un sujet d'étude depuis longtemps. Alors pour la sociologie, alors ça dépend d'où on parle. Bien sûr, alors, maintenant, dans le contexte marocain, je connais un peu mieux, comme j'y travaille, c'est pas un sujet très ancien, c'est très récent qu'on commence à s'y intéresser. D'ailleurs, très peu, finalement. Et finalement, quand on regarde un peu ce qui existe en littérature, c'est beaucoup autour de cette question du
du code de la famille, de sa réforme, etc. C'est un thème qu'on peut retrouver par exemple dans la littérature, vous dire? Oui, on trouve un peu plus. Aussi toute la question de la jurisprudence, la théologie. Enfin voilà, c'est un autre secteur. C'est pas vraiment la question de la sociologie qui est posée là, mais vraiment de réfléchir non seulement à ce que ces lois font, mais aussi comment les gens font avec ces lois. Parce que là, il y a comment ils les vivent. Donc il y a bien sûr les lois telles qu'elles existent, et puis il y a énormément de contournements possibles. Ils sont possibles, ça ne veut pas dire que tout le monde les applique, mais il y a des manières de contourner. Donc la donation, les hibas, c'est une manière de contourner qui est appliquée de manière... c'est assez connu en fait comme pratique. Et vous-même, vous vous êtes intéressé à ces questions, notamment sous l'aspect de la différence dans l'héritage, c'est-à-dire le côté genré de la question, c'est-à-dire que si c'était un homme ou une femme qui hérite, ils ne sont pas du tout confrontés à la même s'il y a un système mécanique, ils ne sont pas sujets de la même façon de ce scénario-là. Oui. Alors moi, je l'ai abordé par un autre contexte. En fait, il y a différents régimes de lois qui coexistent. Et moi, je me suis intéressée à des biens qui, je pense, dans votre cas, c'est plutôt des biens privés, des propriétés privées. Et moi, je me suis intéressée à un autre type de biens qui existent aussi, qui sont collectifs. Et en fait, c'est des terres collectives qui appartiennent à des clans, des villages, des familles, et qui ont un droit d'usage sur ces. Souvent, c'est des terres. Il y a aussi la question de l'eau qui se pose, etc. Ça se pose beaucoup plus en milieu rural. Donc, c'est une autre perspective. Et en fait, dans ce contexte-là, jusqu'à très récemment, ce qui était appliqué, ce n'était pas tant le droit musulman, mais c'était la coutume, donc les droits coutumiers, ou les usages coutumiers, disons. Et dans ce cas-là, sur le tableau, il n'y aurait pas de point de femme, pour reprendre la manière dont était partagé ce droit d'usage des terres. Donc en fait, dès qu'il y avait du terrain et des choses entre guillemets importantes, c'était qu'une affaire d'hommes. Après, c'est pas des questions de terrain importants. Parfois, c'est des petits terrains. C'est au milieu rural. On a des terres qui peuvent être utilisées par des collectivités. Elles ont et donc le droit de l'utiliser, la terre, et donné aux hommes, généralement le fils aîné. Pas toujours, ça dépend où on est. Parfois, il y a d'autres règles qui sont mises en application. Mais en général, c'était sans les femmes. Donc les femmes, mais encore une fois, dans la même idée que Iman a décrite, qu'on partait du fait que c'est un bien collectif et que la famille vivait ensemble autour, voilà, c'est souvent au milieu rural finalement, ou des nomades. Et donc l'usage de ces terres, ou ce qui en était ressorti comme bénéfice ou comme rendement, allait être partagé indirectement dans la famille, puisque les sœurs ou les épouses ou les mères vivaient sous le même toit que... donc ils étaient soumis au même régime. Exactement. Donc ça, c'était un régime qui existait et qui était peu visible. Enfin, on n'en connaissait pas vraiment Et donc, il y avait vraiment un fait que c'était seulement le frère souvent le frère aîné qui avait le droit de terre. Et ça a changé. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la question en tant que politiste ou sociologue du politique. C'est lorsque, en fait, ces terres, aujourd'hui, elles font l'objet de spéculations importantes, une commercialisation importante et d'une privatisation. Donc en fait, leur statut est en train de changer. Et donc ils changent depuis le début des années 2000, de manière plus intense, ça avait déjà commencé avant. Et dans ce contexte de privatisation, de commercialisation, on a changé de logique, comme Iman décrivait. C'est-à-dire, quand on privatise ou quand on, par exemple, ce droit d'user de terres collectives, on parle de beaucoup de terres, c'est pas une petite chose, et on parle pas des grandes fermes, on parle souvent de petites communautés qui sont dans la vie d'un plus grand nombre de gens. Voilà, donc des terres sont concédées à de nouveaux, que ce soit pour des projets immobiliers ou des projets industriels ou des carrières. Et donc les collectivités reçoivent soit des biens en échange, soit des lots équipés, etc., qui sont distribués très souvent de manière individuelle. Donc, on passe à une autre logique où c'est l'individu qui reçoit une part. Et ce n'est plus, alors dans des contextes de migration, où les familles ne vivent plus nécessairement ensemble, d'exode rural. Et donc, dans cette nouvelle logique, ce qui s'est passé, c'est que ces
forme de compensation qui ont commencé à être distribuées, on a établi des listes qui sont les ayants droit. Et les premières listes étaient qu'avec des hommes. Et donc là, il y a une mobilisation de femmes. Et moi, ça m'avait interpellée. C'est la question que j'allais poser, c'est-à-dire comment c'est vécu. Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce que c'est... Justement. Alors qu'il y a eu une réaction. Et c'est ce qui m'a interpellée. C'est un peu gros quand même. Puisque comme Iman disait, on ne parlait pas de ces questions. En fait, c'était pas visible. Et donc, à partir de 2007, on voyait des femmes venues des campagnes s'installer devant le Parlement et demander une part de leur terre en disant nous sommes des héritières légitimes aussi, nous sommes comme nos frères issus d'une même famille, nos pères avaient droit à l'usage de cette terre, nous aussi on veut l'usage de cette terre. Et donc ça a posé un peu sur l'espace public cette question aussi, de manière très visible. Alors elles faisaient des sit-ins, elles étaient extrêmement visibles sur l'espace public. Et donc pour moi ça a été vraiment un moment où je me suis intéressée au mouvement pour ensuite me rendre compte, mais en fait pour comprendre le mouvement, il faut comprendre ce qui est à la base de ce mouvement, c'est-à-dire ce rapport à la chose, au bien, et ce qui fait lien ou pas lien, c'est-à-dire ce que ça génère en tant que réaction aussi, pour comment est-ce que ces femmes ont pu franchir l'étape de sortir, de revendiquer une part dans un contexte où pendant très longtemps... on ne vous attend pas pour la prendre. Exactement. Voilà. Donc c'est comme ça que moi je suis rentrée sur ce sujet-là pour m'intéresser maintenant beaucoup plus aussi à la question du rapport au bien et surtout, enfin moi ce qui m'intéresse c'est ce que ces questions font au lien social, ce qu'ils font au lien, ce que ça fait à la famille, ce que ça fait au village, ce que ça fait même à la perception de la nation, en fait, de manière plus générale, mais vraiment ce que ça fait au lien. Vous voulez dire que ça conditionne finalement le rapport qu'on a les uns par rapport aux autres dans une famille, sachant que c'est comme ça que ça va se régler, on le sait même d'avance, donc à part si on s'organise et qu'on improvise quelque chose. Enfin, c'est même pas improviser d'ailleurs, qu'on organise quelque chose. Bien sûr, parce qu'il faut imaginer derrière ces points, en fait, il y a des relations. Donc l'héritage, n'importe où, que ce soit le contexte marocain, français ou autre, ce sont des liens. Donc on peut s'imaginer que dans une répartition telle que celle-ci qui sont illustrées, il y a des liens qui vont se rompre, il y a des tensions, il y a un sentiment d'injustice, donc il y a des liens qui peuvent se rompre, il y a des liens qui peuvent être fragilisés fortement, parce qu'il n'y a pas seulement une inégalité par rapport hommes et femmes, mais par exemple les personnes adoptées, donc qui avant faisaient partie d'une fratrie, mais tout à coup ne font plus partie de la liste. Mais si elles ne sont pas reconnues par le système, par l'organisation, elles deviennent du coup un peu outcast, sorties de la répartition. Voilà, elles ne font pas partie de la répartition, elles ne peuvent pas hériter. Donc le lien de fraternité va être questionné. Mais parfois, il y a des nouveaux liens qui peuvent naître. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse en ce moment. C'est comment c'est des liens qui sont renouvelés ou recréés. Donc là, en ce moment, je m'intéresse par exemple à la manière dont des personnes qui ont migré, qui vivent en France ou en Europe, et qui veulent aussi, qui sont héritiers de terre ou de Quand on est loin, c'est pas forcément évident de revenir briguer quelque chose qui, pareil, ne vous attend pas parce que vous n'étiez pas là. Donc exactement, parce que il y a des gens à qui on parle en disant chez vous là-bas en France, par exemple, alors qu'ils sont du coin parce qu'effectivement ils n'étaient pas là physiquement. Exactement. Donc la distance contribue aussi à donc l'éloignement en fait. Comment est-ce qu'on revendique une part ou un droit quand on est loin? Et donc ce qui se fait en fait là, c'est un peu l'objet sur lequel je travaille, un groupe, une famille répartie dans différents pays d'Europe et qui, autour de questions de terres collectives aussi, mais ça va au-delà parce que les terres collectives sont toujours connectées aussi à des maisons, à des fermes, à des arbres, à des... Oui, ça voilà, donc tout est connecté finalement, et qui ont donc, pour essayer ils ont recréé le lien avec leur village d'origine. Donc ils ont créé un groupe WhatsApp, ils se sont connectés entre eux, ils ont invité les personnes qui sont du village d'origine à rentrer dans le groupe WhatsApp, ils discutent entre eux et ils ont créé depuis 4-5 ans des retrouvailles physiques en présentiel dans le village. Un peu ensemble, en communauté pour reconnecter. En fait, là, on est en train de recréer un lien, mais tout ce processus est parti... finalement d'une question de dire mais je suis un ayant droit et je veux faire partie prenante de ce patrimoine, disons. Alors justement, comme on parlait du côté intime que ça conditionne, c'est-à-dire l'application de ce système sur ce qu'on vit avec les gens qui sont partie de sa famille, je voulais
que vous nous parliez d'un exemple qui soit... Enfin, de deux choses. D'un exemple qu'on est autour de nous, mais vous l'avez déjà fait tout à l'heure, mais je me pensais aussi au film qui est à l'étage, où finalement on rentre dans un... Alors ce serait prétentieux de penser dans la psyché de quelqu'un, mais en tout cas dans son univers. Et donc il y a une voix off qui est la maîtresse de maison, si j'ai bien compris, qui parle on peut dire, du combat qu'elle a mené par rapport à cette question. Et en même temps, les images montrent, comme dans une ambiance qui flotte un peu, quelque chose qui fait penser... Alors moi, je l'ai interprété comme quelque chose qui était un peu des moments de sa vie qui étaient incarnés par des objets, et une période plutôt heureuse, parce qu'on retrouvait ce qu'il y avait dans toutes les maisons où on a accumulé des choses qui sont des souvenirs, donc c'est même des images assez belles. Et en même temps, cette voix off vous rappelle que... Alors on devrait tous le savoir, mais que les objets ne restent pas ancrés parce que vous les possédez, et que souvent vous pouvez vous retrouver dans des situations où il faut aller en justice pour les récupérer, et que tout votre monde finalement s'écroule. Alors là je fais un peu de violon, mais on sent ça dans le film, et en même temps, le peu que j'en ai parlé avec vous il y a quelques minutes, j'ai eu l'impression que j'avais un peu romantisé le truc, et qu'en fait c'est un peu plus cru que ça, mais tout aussi intéressant. Donc c'est plutôt vous qui allez me dire ce qui se passe là-haut. En fait, le film s'appelle An-Nisa. An-Nisa, c'est le verset du Coran qui s'appelle les femmes. En fait, c'est quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, j'avais rencontré plusieurs familles. Et notamment, on m'a dit, mais voilà, il y a une maison qui va te convenir, où tu pourras filmer, parce que je faisais du repérage pour chercher une maison. Et quand je suis rentrée, j'ai rencontré ces deux femmes qui ne sont pas des modèles, en fait, qui sont les gardiennes de cet espace, parce que la propriétaire de cette maison est décédée. Et elle a décidé de léguer la maison à sa petite fille, ce qui n'a pas fait plaisir aux enfants de la défunte. Alors, l'histoire racontée n'a rien à voir avec l'histoire filmée. Pourquoi ? Parce que, en fait, toutes ces histoires cumulées pendant cette période de recherche, ce sont comme des strates, en fait. C'est des histoires qui viennent croiser d'autres histoires, et des couches d'histoires qui viennent se rajouter à d'autres. Mais en fait, finalement, c'est pas grave. Ce qu'on entend qui n'est pas de lien avec l'image, ou l'image qui n'est pas le lien avec l'histoire, c'est pas grave du tout. Mais on comprend qu'il y a un drame qui se passe, et qu'il y a quelqu'un qui va devoir ou récupérer son héritage ou se battre pour le récupérer. C'est pas grave qu'on ne comprenne pas exactement, mais par contre, la pression, on la sent bien. C'est-à-dire, oui, on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans aucune maison. Mais je veux dire, dans celle-là particulièrement, on sent qu'il y a... C'est peut-être le décalage, d'ailleurs, entre la voix off et ce qu'on voit, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui interprètent et qui pensent que vous avez voulu illustrer les propos, et en fait, pas du tout. Donc, en fait, on ne sort pas quand même du sujet, qui est effectivement les choses qu'on possède et qui, dans les accidents de la vie, se transmettent plus ou moins bien. Alors qu'on pourrait penser que la loi, la législation, c'est fait pour que justement les choses se transmettent bien. Et en fait, dans ce système-là, on n'y trouve pas son compte de la même façon, suivant qu'on soit un homme ou une femme. Oui. J'avais posé la question de savoir comment c'était vécu. Bah, évidemment que il y a peut-être aussi des femmes qui n'en parlent pas, mais elles sont moins avantagées que les hommes, puisque là, on a parlé dans le cadre de transmission collective de choses qui étaient même où elles étaient inexistantes. Donc en fait, est-ce que vous avez voulu l'illustrer, ou vous aviez pas ça en tête en faisant ce film ? Est-ce que c'était pour illustrer cette question-là, même de cette façon-là, ou alors vous aviez autre chose en tête ? Non, je voulais vraiment parler de la question du drame, en fait, collectif, familial. Parce qu'en fait, après le décès, ce qui se met en route tout de suite, ce qui est engagé, c'est est-ce que je vais avoir ce que j'ai voulu ou pas ? Ou parfois, je ne suis pas d'accord à ce que tu obtiennes ce que tu as obtenu. Et du coup, le drame, il est présent, en fait. Et ce qui est intéressant, en fait, dans les histoires de succession, c'est le changement.
Parce qu'en fait, les familles, on peut penser que dans cette maison, tout se passait bien, qu'il y avait le bonheur, on voyait des beaux objets, on voyait le tissu sur le mur, on sentait que c'était une maison élégante, que sa propriétaire pouvait... On pouvait se dire qu'il se passait des choses bien, mais en fait, il s'avère qu'après... lors d'une succession, il y a le changement qui s'opère. Ça veut dire que cette famille qui était si unie ne le devient plus quelque part. Et en fait, je voulais vraiment rendre compte de ce drame-là, de ce moment-là où les choses basculent. En même temps, ça, je ne dirais pas que ça n'empêche pas de vivre, mais c'est-à-dire qu'on s'en arrange peut-être, non ? Tant qu'il n'y a pas un décès ou des choses comme ça, mais on sait quand même que c'est comme ça. C'est pas des choses que les gens découvrent lors d'une succession. C'est-à-dire c'est quelque chose qui... Enfin, non, je pense qu'ils y pensent avant, parce que vous parliez des gens qui s'organisent quand on a la volonté de faire quelque chose d'un peu plus équitable ou d'un peu plus proportionné aux gens qui sont autour de vous. Il y a plusieurs cas de figure. Par exemple, sur ce qui a été raconté par le témoin, c'était que son mari l'a déshérité parce qu'elle a décidé d'accompagner son fils, de le protéger et de le laisser faire les études qu'il souhaitait. Or, ce n'était pas le souhait du père. Et dans ce départ précipité de la mère avec le fils, le père a décidé d'hériter sa famille. Et en fait, elle est retournée quand elle a appris le décès subit de son mari pendant cette période où elle était absente. Elle est retournée, elle a dit non, elle s'est battue pour récupérer le droit de ses enfants et le sien. Et c'est là où j'ai trouvé que, c'est à ce moment-là où je me suis posé la question, mais en fait, les femmes ne se concertent pas beaucoup entre elles. Comme vous le dites tout à l'heure, elles sont sorties, elles se sont battues pour pouvoir récupérer leurs droits, ce qui n'est pas trop le cas dans le droit privé. À cette occasion-là, oui, mais effectivement, c'est pas... Et du coup, c'est vrai qu'il y a moins cette solidarité féminine qui est de se dire, non, on ne va pas accepter ces choses-là de cette manière-là, on va se battre. Et la voix off de cette personne, elle était très importante pour moi, de se dire, il faut réagir, en fait. Si on ne réagit pas, les choses resteront telles quelles. Mais autant on a vu dans le monde entier des mouvements de femmes comme d'hommes, mais là on parle de femmes, donc c'est pas la peine de faire une sorte d'égalité qui serait même dommageable, des mouvements de femmes qui se dans plein de situations, qui se révoltaient pour quelque chose, qui descendaient dans la rue, etc. Mais est-ce que c'est pas plus difficile quand c'est tellement ancré comme quelque chose on a parlé d'immuable, que ça structure presque les choses, comme si ça allait de soi, comme si c'était, même si on sait que c'est pas égal. Si on voit le monde, si on grandit dans un monde qui est fait comme ça, c'est vrai que on n'a pas forcément le réflexe aujourd'hui on parle de sororité, on peut parler de solidarité, etc. Faut déjà s'en rendre compte, réfléchir, trouver quelqu'un avec qui avoir cette discussion et ainsi de suite. Donc c'est vrai que c'est peut-être ce qui fait que... Et pourtant, dans le cas qu'on vient d'évoquer, il y a eu effectivement, peut-être parce que c'était concret, il y avait l'usage de choses, etc. Mais dans une vie... je ne sais pas, urbaine avec d'autres enjeux, par exemple, c'est vrai que le chemin est peut-être plus long avant qu'on... Oui, certes, le chemin, il est plus long. Enfin, mais... Je dis ça, je veux pas... Non, c'est vrai que le chemin, il est plus complexe et plus long par rapport à la sacralité, mais en même temps, on peut se dire que déjà, se battre pour que les choses soient réglées juste avant nos décès ou ne pas laisser le bordel derrière nous. Déjà, ne serait-ce que dans cette situation-là, on peut remédier à quelque chose. Mais le fait d'en parler, ça veut dire ne plus se laisser déborder aussi par la question du sensible, par la question du familial, mais peut-être que l'aborder par la question d'ouverture ou trouver d'autres solutions alternatives peut être aussi le fait de l'évoquer de l'évoquer avec d'autres personnes. On peut trouver des échappatoires ou d'autres solutions. Mais en tous les cas, il y en a, en dehors des codes-parts. Il y en a et en fait éviter aussi ces fragilités comme vous l'avez évoqué dans certaines situations. Il y avait aussi le fait que parfois on mentait à des femmes qui étaient illettrées par exemple
on leur montait, on venait, on leur disait mais signez ce document, c'était pour régler telle terre et tout, et en fait elles ne se rendaient pas compte qu'elle a donné sa part à son frère ou à son oncle, et du coup c'est vrai que la prise de conscience d'être solidaire, de dire qu'est-ce que tu signes, pourquoi tu le signes, tu attends qu'on t'accompagne, c'est pas parce que c'est ton frère qu'on peut... c'est vrai que l'injustice, elle vient aussi de ses proches parfois. Malheureusement, ou heureusement, mais malheureusement, oui. Parce que tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression justement de ne pas laisser le bordel derrière soi. Ça veut dire que finalement, dans une famille, que ce soit le père ou la mère, tout le monde sait que, quand on parle de la transmission au sens classique, on sait que ça va devenir une sorte de, je dirais pas de partie de poker, mais il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire que des choses où tout le monde ne va pas se sentir forcément, neutre ou va recevoir ça de façon placide. Donc c'est vrai que c'est une pression qui est ça existe peut-être dans d'autres cultures, dans d'autres pays, mais c'est vrai que c'est pas autant tout le monde peut penser aux questions d'héritage, mais d'une façon plus classique et moins. Alors que là, j'ai l'impression. Je me demande si dans quelle mesure dans une famille ça ne augmente pas ces phénomènes de non-dit, des choses qui sont dans les familles qui sont là et dont on ne parle pas tant qu'on n'est pas dans cette situation-là. Est-ce que vous avez un exemple autour de nous où il y a quelque chose de particulier qui ressortirait parce qu'au fond, tout le monde est soumis à la même chose, mais un cas où il y aurait quelque chose alors que ça peut être un espoir, ou alors quelque chose d'encore plus lourd, mais qui vous semble, donner du poids à cette question dont vous vous êtes emparé. C'est-à-dire un exemple qui montre à quel point c'est quand même quelque chose de, pas simplement de singulier, mais important, et qui fait aussi écho à ce que nous-mêmes, en dehors de cette loi, est-ce que nous-mêmes, on peut aussi avoir un regard sur la façon dont on hériterait ou des choses comme ça? Parce que tant que ça n'arrive pas, on ne... mais un exemple qui vous semble très à mettre en avant pour justement bien montrer l'importance de cette question. Que à la limite, c'est même pas simplement une question dans ce contexte-là, c'est une question presque humaine et un peu universelle. Ou alors je m'emballe. On parle pas de la mort, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en parle pas. En fait, on l'évoque. Pour ceux qui restent, en fait. Ouais. C'est interdit moralement de préparer la mort, parce que justement, on peut parler de celui qui... Mais il y a l'Wasiya aussi, parce que l'Wasiya, ça veut dire, c'est une sorte de testament qui prédit, prenez vos dispositions pour régler les histoires de famille. Alors, est-ce que j'ai bien compris? C'est vrai que ça peut être mal perçu, voire quasiment interdit, de s'occuper effectivement de ces choses-là en anticipant la mort de quelqu'un? C'est pas quasiment interdit, mais je pense que c'est une manque de conscience, en fait. Plutôt. Ah oui, d'accord, oui, on n'y penserait pas forcément. On n'y penserait pas forcément. Ça veut dire que c'est l'ordre des choses, c'est l'ordre de ce droit qui est très établi, en fait, qui est là, qui est ancré depuis des lustres. C'est plutôt dans cette question-là, mais je pense que ce sont les habitudes qui doivent changer. L'acte de la matérialité de l'œuvre des héritiers qu'on voit ici est un acte aussi de sensibilité et de prise de conscience aussi. Du coup, moi, j'ai fait un acte de prise de conscience à ma manière, mais en fait, on est tous là pour les prendre chacun à notre façon, en fait. Alors, et je pense que c'est ça qu'on doit mettre en place. C'est par le biais de l'art, parce que vous êtes une artiste, mais est-ce que vous avez l'impression que vous avez un médium puissant, ou alors que c'est circonscrit aux gens qui viendront dans une galerie, des choses comme ça? Comment vous le vivez par rapport au sujet qui, lui, est important, à sa part de gravité et concerne tout le monde? Le fait que vous le fassiez par l'art, comment vous percevez votre propre médium, votre propre outil? Comme quelque chose de puissant, ou alors de circonscrit au fait que ce soit dans le domaine artistique? Parce que puissant, non. Parce que c'est un sujet qui est aussi, social, politique, etc. Donc, par le biais de l'art, comment vous l'évalueriez? C'est peut-être pas le mot, parce que c'est pas une question d'évaluation, mais de... Non. C'est plutôt un dialogue. C'est plutôt un dialogue pour moi. Et du coup, c'est vrai que c'est pas une œuvre qu'on admire
et on trace sa route. C'est une œuvre qu'on doit faire l'effort pour la comprendre. Et les deux. Oui, c'est vrai. Les deux, ils cohabitent. On peut l'admirer aussi, mais en même temps... Il y a un travail de limite de développement photographique. Il y a l'information, comment on la révèle, il y a la question de comment la tourner. Mais il y a la compréhension aussi, qui est importante aussi. C'est-à-dire que si on ne lit pas, on ne comprend pas l'œuvre. Mais vous avez dit une chose importante, et alors là je reviens à la charge avec mon histoire de puissance, quand vous avez parlé d'ouvrir ce dialogue. Parce qu'il y a tellement de choses dont on ne parle pas, et en plus là il y a même une forme de... presque comme un piège, alors je ne vais pas vous accuser de l'avoir tendu, mais c'est séduisant. C'est-à-dire quand on voit ça, on a envie de s'avancer parce que c'est clair, c'est limpide, etc. On peut même le voir comme une chose abstraite, et brusquement quand on rentre, c'est ce que j'appelle la révélation, c'est-à-dire quand on rentre dans la signification, brusquement on se trouve plongé dans une discussion qu'on n'avait pas forcément envie d'initier. Donc moi je vous le dis, c'est puissant. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Donc alors que je me posais la question de savoir si par rapport à la sociologie, c'était quelque chose qui avait justement une sorte d'efficacité. Je vous pose la question à vous, c'est-à-dire quand on travaille, quand on étudie par ce prisme-là complètement différent, est-ce que vous espérez quelque chose indépendamment d'être en train de rechercher? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'en décortiquant ce phénomène-là, savoir depuis quand il est comme ça, les conséquences que ça a, d'enregistrer le ressenti des gens, est-ce que vous en espérez quelque chose comme, je ne dirais pas une action politique, mais quelque chose d'un peu comme ça? C'est-à-dire, plus on en parlera, plus on saura comment ça fonctionne, ça peut quand même faire avancer le schmilblick, enfin j'utilise des vilains mots, mais ou la cause. C'est-à-dire, est-ce que ça a aussi un côté un peu politique? Oui, tout à fait. Derrière, il y a toujours un peu cette idée aussi de se dire, plus on met en avant le fait que l'héritage, c'est pas juste une répartition de biens. Pas neutre, ouais. On est sur quelque chose qui produit des inégalités, qui produit des statuts dans la société, qui produit donc, comme je disais, des liens, etc. Et qui, quelque part, produit aussi un modèle de famille. Parce que c'est ça un peu au cœur de la loi, où le droit, souvent, va donner forme à ce qu'on représente, ce qui est une famille. C'est la même chose en France. Qui sont les héritiers, c'est partout, c'est très universel. Qui sont les héritiers légitimes, qui sont ceux qui viennent en second ordre, etc. Finalement, c'est un peu une représentation de qui fait partie du cercle le plus intime de la famille, etc. Donc c'est une représentation aussi de ce qu'est famille. Et donc, pour moi, parce que pour revenir un peu à la discussion que vous avez eue tout à l'heure, que j'ai trouvée très, très passionnante, c'est pourquoi est-ce que c'est tellement aussi difficile de penser le changement de cette loi. C'est pas seulement une question de sacralité pour moi, c'est aussi une question de... En fait, on propose un autre modèle de famille, on propose un autre modèle de liens sociaux. Et c'est vraiment très profond, en fait. On part sur quelque chose où on chamboule les liens, on chamboule la place des individus au sein de la famille et qui en fait partie, qui n'en fait pas partie. Et donc là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, en fait. C'est pas juste changer une loi. Indépendamment du sacré, en fait, il y a une dimension de normes dans la société, comment on est structuré. De normes. Et on a toujours connu... Enfin, quand on est au Maroc, on connaît cette situation depuis... On grandit dans une situation comme ça. Oui, mais parce que ça veut dire aussi, c'est-à-dire si on part de l'idée que le frère reçoit le double de la sœur, c'est une des règles les plus basiques, c'est parce qu'on part de l'idée aussi que le frère a plus de responsabilités que la sœur. Il aura plus de dépenses, il est responsable de plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est quelque part, c'est lui qui gère. Et qu'une femme, quelque part, va toujours être aussi l'épouse d'un autre, qui lui va hériter double. Et donc, il y a quelque part une idée d'équité. Mais c'est comme une gestion presque de bon père de famille, alors que... Voilà, mais c'est une manière de penser la société, ou de penser la famille avec une certaine répartition. C'est-à-dire questionner ça et de dire tout le monde a la même part. En fait, là, on est en train de questionner aussi le rôle de chacun dans la société. Et donc là, on questionne des choses beaucoup plus aussi très fondamentales qui vont au-delà de la répartition concrète des biens. Ensuite, la question, là, pour revenir au matériel, donc c'est des ressources. On est sur une répartition du patrimoine, sur une accumulation chez certains et moins chez les autres, qui a en fait aussi des effets sur plusieurs générations, puisque, imaginons, le frère reçoit le double de la sœur, mais ses enfants vont du coup recevoir plus. En fait, on est sur des lignages qui vont avoir aussi plus.
Donc, c'est aussi repenser toute la répartition des ressources qui ont un impact sur les trajectoires personnelles, qui ont un impact sur les personnes. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de très profond. Et d'ailleurs, enfin là aussi, parce que pour un peu déplacer aussi le regard, au Maroc, on est dans un contexte où il y a une loi qui, effectivement, répartit de manière inégale. Donc là, on est dans un contexte. Moi, ça m'a fascinée de me rendre compte que, par exemple, en France, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire l'ouvrage de Sybille Golac et Céline Bessières, qui s'appelle le genre du capital. Et en fait, elles ont fait un travail en France auprès de notaires et elles ont montré comment... Donc on est dans un contexte où la loi, elle dit chacun reçoit la même part, etc. Frères et sœurs, tout le monde reçoit. Et en fait, elles ont montré comment les familles, par des processus de donation, par exemple, en fait, font en sorte que les fils, très souvent, vont recevoir une plus grande part que les filles. Et donc c'est exactement le même processus, sauf qu'il se fait autrement. J'ai pensé, alors ça je l'ai complètement inventé, je m'étais dit... Parce que j'essayais de me dire finalement, si brusquement on se dit que par exemple toutes les personnes dans cette pièce, on est tous des héritiers. Alors non pas qu'on ait gagné au loto, mais qu'il y a toujours, on est au cœur d'une transmission. Il y a des gens avant nous, il y aura des gens après nous. Donc au moment où, quel que soit le contexte, quel que soit l'étendue du patrimoine, quand on commence à bien regarder, on s'aperçoit qu'on n'y avait jamais pensé, notamment les hommes dans certains cas, et qu'il y a des choses qui sont, quand on pose la question à plein de gens, vont vous raconter des anecdotes où effectivement c'est pas si égal que ça. Et on retrouve cette question de la gestion notamment des hommes. Par exemple, s'il y a, je sais pas moi, n'importe quoi, une boutique à transmettre, on va dire que c'est plutôt le garçon qui va ou un garage. C'est pas si courant qu'on dise c'est la fille qui va s'occuper du garage. Donc c'est assez naturellement, sans que personne n'y trouve rien à redire. Il y a un phénomène comme ça qui, sans Moudawana, va se dessiner. Oui, ou les bijoux. Oui. Les bijoux, il y a même alors là, je vais vous raconter ma vie. Je connais une femme, je la connais même très bien parce que c'est ma mère, qui a confié ses bijoux à une amie à elle qui nous les a redonnés après. Donc, j'allais dire, on les a eus, mais il y avait ce côté, ces 5 garçons vont jamais pouvoir s'occuper de bijoux. Donc c'était quelque chose alors qu'elle avait autre chose à penser à ce moment-là, à la fin de sa vie, mais c'était quelque chose qui lui semblait tout à fait normal. Et c'était comme une sorte de formalité. Ça va à ce point-là. Voilà, et donc ça qu'est-ce que ça montre? Ça reflète en fait une représentation qu'on a de qui devrait s'occuper de quoi et qui va le mieux s'occuper des choses. Et pour moi, je trouve aussi très intéressant cette approche de retourner les choses, c'est-à-dire on pense beaucoup les biens, c'est-à-dire c'est des biens, mais toujours en relation à celui qui va l'avoir, enfin c'est qui reçoit quelle part. Mais en fait de penser aussi les biens dans une idée où on part de l'idée que les biens ont besoin d'un maître. En fait, on peut pas penser les choses sans qu'elles appartiennent à quelqu'un. Donc de vraiment prendre la perspective des objets. Et c'est pour ça que je trouvais le documentaire fascinant. Ça m'a vraiment fait penser à ça parce que on voit les objets qui attendent qu'on s'en occupe. Donc il y a vraiment cette attente, il y a l'attente des femmes qui attendent que la situation se règle, mais il y a aussi les objets qui sont là posés et voilà, ils sont posés et ils n'ont pas de signification tant qu'il n'y a pas un ou une maîtresse ou maître qui va s'en occuper. Et donc l'héritage, on peut aussi beaucoup le penser dans ce sens que un objet, une maison, une terre, etc., ne peut pas rester sans. Et donc, qui va être la personne qui va s'en occuper? Donc je parle de ça parce qu'il y a toute l'idée de responsabilité envers les choses qui est un peu centrale dans ce que je fais maintenant, mais qui n'est peut-être pas si importante maintenant. Non, mais il y a un rapport avec les objets. Ça me fait penser à cette phrase j'avais entendu il y a très longtemps à la télévision, c'était un antiquaire très haut de gamme entre Maurice Reims, qui est donc un marchand d'art, qui disait... alors lui, il parlait des ventes aux enchères, il parlait pas du tout d'héritage, mais quelque part c'est compris. Il disait les œuvres d'art suivent les vainqueurs. Parce que souvent on pleurait en disant tiens, telle chose est sortie de France, a été achetée par quelqu'un qui avait beaucoup d'argent à l'autre bout du monde. Et donc lui, il disait ça d'un point de vue marchand en disant les œuvres d'art suivent les vainqueurs, ceux qui peuvent les acheter, et que c'est ça. Pour lui, c'était toujours comme ça, avec je sais pas, la Joconde venue d'Italie, ce genre de choses. Et en fait, les objets ou les biens ont quelque chose de pas neutre, au sens où ils doivent appartenir à quelqu'un. C'est pour ça même des fois qu'on hérite de quelque chose dont on ne voulait pas, parce qu'on définit, on les laisse pas en déshérence, quoi, en fait. Tout à fait. Après, ça arrive. Surtout les maisons, par exemple. Oui, il y a aussi des cas où, par exemple, on va pas accepter un héritage parce que ça coûte trop cher, mais ça, c'est dans d'autres contextes. Alors, effectivement, on sait aussi développer des manières de s'en arranger. Alors, dernière question à toutes les deux, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire.
Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, pardon. Je vous laisserai. Qu'est-ce qui serait appréciable? Je réponds doublement. Ça suffira, je suis la censure. Comment entendre bien? C'était en fait pour réfléchir. Et qu'est-ce qu'on peut faire, pour faire quoi? Qu'est-ce qui serait souhaitable? Qu'est-ce qu'on peut espérer? Ça ne nous aiderait pas beaucoup, mais je veux dire, qu'est-ce qui serait, comment dire, sur quoi on peut essayer de travailler en ayant l'espoir d'avoir quelque chose, c'est-à-dire Alors, oui, pour moi, c'est toujours très difficile de répondre à cette question parce que je me pose toujours dans la position d'essayer de comprendre comment sont les choses, oui, en essayant toujours de m'éloigner de l'idée de comment devraient être les choses, parce que ça permet un peu mieux aussi de saisir toute la diversité des processus. Parce qu'on pourrait dire, voilà, Iman disait, il faut s'occuper des choses, il faut s'en occuper avant. Mais quelles sont les solutions qu'on a? Une donation. Qu'est-ce que ça signifie, une donation? C'est que des parents donnent tout à leurs enfants de leur vivant. C'est un risque, c'est un prix. C'est pas quelque chose de facile à faire. Au-delà du fait, c'est une des seules solutions qu'il y a, mais en fait, elle porte un risque pour les parents eux-mêmes. Hein, ils savent pas, ils donnent. Ouais. Voilà, c'est préparer sa mort, mais en fait, c'est se mettre dans une position un peu vulnérable parce qu'en fait, les nouveaux propriétaires sont les filles, mais qui peuvent se marier, partir, changer de. Enfin voilà. Donc, la donation comme solution, qui est souvent mise en avant comme la solution en ce moment, surtout au Maroc, n'est pas une solution évidente non plus. Donc voilà, c'est toujours un peu le paradoxe de la situation. C'est une question naïve de se demander ce qu'on peut faire, parce que c'est quand même quelque chose de très... C'est intéressant d'ouvrir la discussion, par contre. C'est important d'en parler. C'est-à-dire, je réponds à la question avant de la poser, mais c'est vous qui l'avez dit. C'est-à-dire d'ouvrir cette conversation, c'est quand même fondamental, parce qu'il y a aussi une part alors peut-être pas au Maroc, mais en dehors, d'ignorance. Quand on va dans un pays, on peut entendre une anecdote ou des choses comme ça, mais c'est le genre de choses qu'on n'est pas... Si on ne lit pas un article dans un journal, on n'y pense même pas. Et quand on se penche dessus, on se rend même compte que nous-mêmes, en dehors de ce contexte-là, on n'est pas non plus forcément... tout n'est pas forcément si bien planifié, si bien arrangé, suivant les situations. L'héritage, ce n'est jamais quelque chose d'individuel finalement, c'est quelque chose de structurel. Et dans le structurel, en fait, il y a toutes les questions qu'on évoque sur la question des inégalités, sur la question du droit, sur la question du genre. Et c'est vrai que ce n'est pas une solution par rapport à ce que vous avez dit. Quand j'avais rencontré les associations féministes, ils ne parlaient pas d'égalité, d'héritage. Et en fait, ils évoquaient la question de tasib. Ça veut dire que quand il n'y a pas de fils, l'argent va aux descendants qui sont les oncles et tantes. Et en fait, ce qu'elles essayaient de faire, de se dire, on attend un peu. S'il n'y a pas de garçon dans la famille, il n'y a pas de fils, on peut laisser l'héritage déjà chez la mère et chez les enfants, chez les filles. Et par la suite, quand il n'y a plus ces personnes, on va chercher le descendant, en fait. Et elle œuvrait aussi pour la deuxième question, qui est l'enfant adopté, qui ne reçoit que le tiers de l'héritage, qui puisse avoir une part comme les frères et sœurs biologiques. Du coup, elles y vont doucement, elles sont méfiantes, elles se battent pour qu'il y ait moins d'injustice, elles se battent pour que le droit soit plus reconnu, pour qu'on soit plus conscient de ce qui se passe autour de nous. Elles ne cherchent pas forcément l'égalité, mais elles cherchent une justesse aussi. Je ne sais pas si c'est dans cette forme qu'on peut... C'est comme une question une sorte de rééquilibrage, mais même plus que rééquilibrage, c'est-à-dire sans envoyer valdinguer le système, de quand même essayer de faire en sorte que les gens ne soient pas non plus... que ça ne s'applique pas avec ce côté sans... J'ai la 5e fois maintenant que je dis implacable, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit même physiquement. Oui. Est-ce que vous avez... Je peux juste ajouter une chose, parce que effectivement, ce que je trouve important, c'est d'en parler. Alors, je trouve ce type d'exposition, de ce type de travail très important, parce que pendant très longtemps, on n'en parlait pas, c'est pas un sujet. Donc moi, j'ai parlé d'un mouvement en particulier, mais qui concerne un type de bien en particulier, mais c'est pas des sujets dont on parle. Et ce qui me semblait très important, c'est aussi de montrer les effets concrets
de ce que ça veut dire d'hériter de cette manière-là et qu'est-ce que ça fait aux familles et aux personnes. Et de rendre ça vraiment aussi le plus visible possible pour qu'il y ait vraiment... qu'on s'éloigne de la question plus théologique pour s'intéresser aussi à la question plus sociale de ce que ça fait aux personnes, aux liens, aux familles, etc. Et peut-être aussi à la question de peut-être le décalage entre ces modèles-là qui continuent à fonctionner et la réalité sociale qui est complètement différente. Enfin, il y a vraiment un contraste. Et donc d'en faire un sujet qui devienne de plus en plus facile d'en parler. Aujourd'hui, c'est difficile et c'est pour ça aussi que les associations féministes font très, très attention. À l'époque où il y a eu la question des terres collectives, moi je pensais qu'elles allaient utiliser la question des terres collectives pour parler d'héritage, mais en fait elles ne l'ont pas fait. Parce qu'elles avaient peur que si on parle d'héritage dans le sens du droit de succession, ça allait bloquer le sujet et qu'on n'allait pas pouvoir trouver une solution. Entre-temps, ils ont trouvé une solution. Donc aujourd'hui, la loi dit que les femmes ont droit aux terres collectives comme les hommes. Donc il y a eu une réforme par rapport aux terres collectives. Je voulais quand même le préciser parce qu'il y a quand même des changements qui se font. Donc aujourd'hui, les terres collectives, les femmes peuvent y avoir droit. Maintenant, il y a tout le travail d'avoir... Donc ça s'installe, ça continue. Ça s'installe. Donc ce qui est le plus souvent appliqué maintenant, c'est qu'elles reçoivent la demi-part de terre que de leurs frères. Donc on a une application de ce modèle-là sur la question des terres collectives. Mais donc il y a un changement, il y a une discussion autour de ça et aussi des effets. Parce que, par exemple, ces femmes qui sont venus dire on n'a pas le droit. Il y a eu beaucoup de reportages à la télé où on les voyait vivre dans des bidonvilles parce qu'elles ont dû quitter la ferme, la maison, parce que voilà, pour plein de raisons. Donc montrer aussi la précarité que cela peut amener et en fait qui se cache aussi derrière les tableaux d'Iman. Il y a parfois des situations dramatiques qui en sortent où des familles se retrouvent à la rue parce que voilà, l'appartement est découpé en petits morceaux. Donc il y a vraiment des situations réelles dont on parle très peu. Et que plus on en parle, plus ça devient aussi un sujet de discussion et de débat, ce serait très important. Donc voilà, c'est peut-être un peu aussi derrière ça que j'essaie d'écrire de mon côté. Et il y a effectivement quand on rentre dans cette discussion-là, on doit en percevoir aussi le côté universel, c'est-à-dire du coup on finit par se poser la question de choses qu'on n'avait pas, même si tout le monde s'est posé des questions d'héritage, mais là ça devient beaucoup plus accru de savoir que finalement c'est une chose assez particulière que les sociétés organisent d'une façon à chaque fois singulière, mais que monsieur tout le monde, madame tout le monde n'y trouve pas forcément son compte. Par exemple, vous pouvez parler des demi-frères ou des demi-sœurs. Est-ce que vous avez des questions, des réclamations d'ailleurs, en matière d'héritage? Non, mais des questions. Moi, j'ai juste une petite réponse quand vous dites qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je parlerai aussi d'éducation parce que tout ça se passe d'abord au sein d'un foyer et je dirais que les mères devraient peut-être instaurer une certaine, pas égalité entre les frères et sœurs, mais apprendre à leurs enfants qu'on peut aussi contrer, pas contrer parce que la loi est là, mais après trouver d'autres formes de reconnaître que c'est un sujet, vous voulez dire. C'est-à-dire de reconnaître que c'est un sujet, c'est-à-dire de ne pas considérer que c'est la loi à respecter, comme on apprend aux enfants à respecter les normes. D'ailleurs, on parlait de loi et de sacré. Il y a aussi l'idée que c'est aussi des normes de, justement, la différence entre le traitement appliqué aux hommes et aux femmes. Donc, est-ce que c'est dans ce sens-là que vous le dites, c'est-à-dire que ça en fait partie? C'est en parler, c'est dire, voilà, c'est comme ça que ça se passe dans notre pays, et peut-être que moi, ça me ferait plaisir que ce ne serait pas un problème entre vous. En tout cas, je trouve qu'au sein du foyer, il y a aussi beaucoup à faire. J'allais dire de s'autoriser un regard critique. C'est même pas s'autoriser, mais enfin, c'est vrai que ça permettrait de prolonger cette conversation dont vous parliez. Ouais. Mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal de sensibiliser. Tabou, en fait. C'est déjà pas mal de sensibiliser, mais il y avait un cas d'une famille où les parents ont dit au fils et à la fille vous êtes des frères et sœurs, prenez soin de vous, je veux pas que vous vous battez. Puis le frère il dit oui, mais moi je partagerai à part égale. Ça veut dire qu'ils ont élevé le fils comme la fille en fait de la même manière, il n'y avait pas de différence. Mais sauf quand les parents n'étaient plus là, il a dit non, moi j'applique les règles. La bienveillance a éliminé. La bienveillance a éliminé. L'inverse existe aussi. Oui, l'inverse peut exister. Moi, je l'ai vécu personnellement. Oui. Mais d'ailleurs, le témoin de la vidéo à l'étage, en fait, on ne l'entend pas dans le film, mais c'est quand elle a récupéré l'héritage, elle l'a partagé à part égale avec son fils et sa fille. Voilà, ça se fait en fait.
Moi, pardon, juste une question, parce que ça m'a un peu frappée. La place de la femme, la voix de la femme, par exemple, quand on fait un acte d'hérédité, il faut 12 témoins. Et c'est 12 témoins masculins. Je pense. Et oui. Et en fait, même pour la voix, il faut que ce soit masculin. Parce que là, il n'y a pas d'enjeu. C'est juste des personnes qui vont venir témoigner et dire un tel, c'est le fils d'un tel, etc. Et ça m'a beaucoup travaillé, en fait, que même dans cette situation-là, la voix doit être masculine. Mais c'est pas un détail, c'est-à-dire ça montre bien que c'est de l'ordre de la norme. Là, il n'y a même plus l'idée du sacré, des choses comme ça, c'est vraiment la norme qui privilégie le fait que homme égale fiable. Enfin, il y a un côté comme ça. Oui, mais déjà, moi, je vais juste faire un commentaire sur le travail artistique. Donc, je vais faire un commentaire sur le travail artistique que je trouve, important, pour toutes les dimensions ou les strates qui dégagent. Il y a vraiment un travail chimique de révélation. Donc on a plein de révélations, on a des sous-révélations, et ainsi de suite, et on n'en finit pas. Une espèce de Moebius ou de mise en abîme, mais qui pose la question du patrimoine. Comme son nom l'indique, c'est déjà une question qui est assez masculine et qui finalement pose la question du père. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est un peu ce que tu évoquais, ce que vous évoquez toutes les deux, c'est qui était derrière. C'est-à-dire, au début, tu parlais à la naissance finalement de cet objet-là, c'est-à-dire de la loi en tant que régime finalement d'injustice. Au départ, c'était pas déjà une réflexion sur ça, là, mais c'était justement une recherche d'un équilibre. Tu parlais d'un système contributif. Donc c'est ce système contributif qui s'est dissous par le fait de la modernité ou le fait finalement de changement de société. C'est ça qui montre aussi ce travail-là. Et de la même manière, on parlait des terres collectives. Enfin, la loi collective, c'est la loi Azref dont vous parlez, je pense. C'est le droit coutumier. C'est l'Azref. Et l'Azref, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y avait pas de propriété. Ce qui définissait finalement l'exploitation, c'était l'usage. Donc c'est un peu, on est dans deux systèmes qui sont assez proches finalement de l'anarchie ou du système politique anarchiste, sans bien sûr la question de l'égalité. Il n'y avait pas une question d'égalité, mais du coup on est parti de là. On est parti finalement d'un système à la limite qui ressemblait à ce qu'il était, et on se retrouve finalement dans un espèce de piège. Mais ce que je trouve intéressant, ce n'est pas de questionner ça, mais je trouve comment on a questionné ça dans le travail d'Iman, que je trouve pertinent et juste. C'est-à-dire qu'il y a le piège justement du regard qu'on attire vers finalement des formes abstraites, vers des couleurs. Donc comment on mobilise l'art comme finalement comme appât pour révéler. Donc là, on rentre finalement dans ta capacité photographique ou ton regard photographique par strate ou par temps différent, par séquence, finalement tout un régime complexe de la société, de ses nœuds, de ses kystes, de ses points, que chaque point, à la limite, en soi, c'est une histoire, c'est un fait marquant, c'est un atome qu'on peut le diviser, et à partir de là, il produit sa propre énergie. Donc je trouvais très très fort finalement cette transcription, à partir finalement de la répartition, on arrive finalement à la partition, à une musicalité, à une justesse. Merci, Iman. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cet échange que j'ai trouvé passionnant. C'est pas fini. Oui, mais voilà. Mais moi, j'ai une question pour Yasmine, parce que je connais très mal le Maroc, mais j'y suis allée à plusieurs reprises, et ce que j'ai pu constater, c'était qu'il y avait différents modes de vie, différentes sociétés, si j'ose dire, qui cohabitaient.
Et ce qui m'a intéressée, c'est d'avoir rencontré des jeunes, d'avoir vu des jeunes urbanisés, des jeunes en fait qui sont dans la modernité. Et parmi ces jeunes, j'ai eu l'occasion de discuter avec des femmes qui choisissent ou pas d'avoir des familles, de ne pas avoir des familles. Et par conséquent, je voulais en fait poser une question sur la question du pouvoir. Et donc, comment justement dans ces groupes, dans ces différents groupes, dans ces différentes façons de vivre, qui va prendre le pouvoir? Est-ce que les jeunes générations vont changer les choses, ou vous pensez que c'est quelque chose d'immuable et que les gardiens, si j'ose dire, du temple, en fait, vont tenir et que les choses ne vont pas évoluer? Voilà. J'avais 2 minutes. Merci d'être venu. J'aurais du mal à répondre à la question de manière générale. Non, mais je me suis posé aussi la question des jeunes générations, c'est-à-dire que, alors des fois c'est parce qu'on veut une sorte peut-être de happy end, l'air de dire il y a des choses qui montent, il y a forcément du changement au bout de la route, etc. Mais c'est vrai que, alors en fait je me suis posé la question que je n'ai pas posée, et maintenant je me dis que même dans les jeunes générations, il y a aussi des gens qui perçoivent pas cette inégalité de la même façon, suivant qu'on soit un homme ou une femme. Je ne dis pas que tous les jeunes hommes sont des hommes qui prennent la suite des hommes d'avant, qui se sont contentés de ce système-là. Je n'en sais rien et je ne me permettrai jamais de dire ça. Mais c'est vrai que je me dis que le système installe une chose qui nécessite ce que vous avez dit, c'est-à-dire que quand vous avez dit les mères, j'ai tout de suite pensé, et les pères aussi, mais vous aviez raison de dire les mères, parce que c'est, comment dire, c'est... on n'en parle plus et on reproduit. Donc pour arrêter la chaîne, c'est vrai que la mère est bien placée parce qu'elle est censée être presque celle qui fait justement celle sur qui on compte pour perpétuer aussi le système, même quand elle n'y trouve pas son compte. Donc elle serait même encore plus crédible que le père qui est justement le gardien et que ça aura un petit côté moral. Donc si elle dit vraiment que ce système n'est pas du tout égalitaire, elle sera peut-être même plus écoutée, à condition qu'elle le veuille et à condition qu'on l'écoute. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais je peux pas parler à la place de la jeune génération parce que je sais qu'il y a aussi des gens, même très jeunes, qui parfois se vautrent carrément dans des systèmes archaïques parce qu'ils y trouvent leur compte. Donc alors qu'une fille n'aura pas forcément le même ressenti, elle n'aura même pas du tout le même ressenti, il y a peu de chance. En fait, les jeunes, quand on discute sur ce sujet-là au Maroc, elles parlent beaucoup d'inégalité, en fait. Elles disent que c'est pas juste parce que le rôle social aujourd'hui aussi, il a changé. La femme, elle travaille et des fois, c'est l'homme qui ne travaille pas. Du coup, comment on retrouve cet équilibre aussi ? La question se pose dans ce domaine-là. En tous les cas, les retours que j'ai eus, c'est plutôt dans moi je travaille, mon mari ne travaille pas. Comment on fait pour remettre en place l'équilibre ? Et en fait, ils trouvent qu'il y a cette injustice parce qu'elle contribue aussi. Il y a aussi la question de la femme qui contribue au patrimoine domestique, en fait, qui n'est pas rémunérée aussi, qu'elle trouve aussi cette forme d'injustice aussi qui se rajoute. Du coup, c'est vrai qu'elle le formule beaucoup plus dans ce sens-là. Mais après, les solutions... Oui, juste pour répondre, peut-être, je pense que c'est difficile de généraliser. Je pense aussi que c'est difficile d'associer nécessairement jeunesse avec changement. On a tendance à associer la catégorie de... c'est pas toujours le cas, hein. Ça dépend aussi où, comment, sur quel thème, etc. Hein. Il y a cette idée, hein, surtout quand il y a eu les mobilisations, la jeunesse, elle est sortie, donc tout va changer. En fait, non, c'est pas nécessairement le cas, parce qu'ils peuvent aussi eux-mêmes reproduire d'autres hiérarchies ou rapports de pouvoir, donc ils peuvent y contribuer. Moi, je pense qu'à différentes échelles, il y a un débat, il y a une discussion, il y a... Je dirais pas que le changement n'est perceptible et n'est possible que au niveau d'une génération jeune, probablement de celle que vous décriviez, qui veut vivre, travailler seule, ne pas faire famille, etc. Je dirais pas que le changement vient que de là. Il vient justement du fait qu'il y a différentes perceptions qui existent, des normes très différentes. Et en fait, on est en train de discuter la hiérarchie de ces normes. Qu'est-ce qui va primer sur l'autre ? Et moi, je pense qu'il y a un débat qui se fait tout le temps, partout, y compris quand des femmes de la campagne vont demander une part de terre. En fait,
c'est quelque part, elles-mêmes sont complètement dans des structures très patriarcales, on pourrait les décrire de cette manière, mais en fait, elles sont en train de questionner des choses qui, pendant très longtemps, étaient inquestionnables. Donc, par exemple, rien que pour vous donner un exemple, dans ce cas-là, donc c'est de ces femmes qui sont sorties demander une part de terre. Quand je les ai rencontrées, moi, je travaille là-dessus depuis 2011, 2012, ça fait un moment. Et à ce moment-là, elles me disent, déjà elles-mêmes disaient, on le fait, mais on n'y croit pas trop, c'est impossible. Et en fait, ces collectivités, il y a tout un système qui a été mis en place pendant la colonisation. En fait, je ne vais pas faire toute l'historique, mais en fait, ils sont représentés par des représentants Nouab, qui sont les représentants des collectivités. Et à ce moment-là, ces représentants, c'était des hommes. Et c'était comme ça. Et quand je leur disais « Ah, mais tu vois, vous parlez comme une représentante. » « Ah non, mais les représentants, ça peut être que des hommes. » Aujourd'hui, il y a des femmes représentantes de collectivités ou de ils se distribuent. Et avant le colonialisme, c'était aussi le cas ? Alors avant, le système était différent. Donc avant, c'était un usage des terres selon les besoins et selon les rapports de pouvoir entre les différentes confédérations tribales qui utilisaient la terre. Et en rapport avec les relations avec le sultan de l'époque et comment il négociait les choses. Donc on était sur un autre système, et un système de l'usage des terres selon les besoins. Quand le protectorat a été établi et qu'il fallait trouver une place à ces terres-là et se dire, parce que aussi, notamment pour pouvoir s'en accaparer, il fallait leur donner un statut qui permettait notamment d'avoir des interlocuteurs avec qui on va parler. Et donc, une des choses, il y a eu tout un processus, et donc la catégorie de terre collective, l'Aradil Jumoua, qu'on connaît aujourd'hui, c'est en fait une création coloniale. Donc c'est vraiment un régime foncier créé en 1919, pardon. 12, c'était le début. C'était le début. Ils l'ont pas fait tout de suite. Donc c'était 1919 avec un décret qui faisait en sorte de dire bon, alors il y a des terres, elles sont collectives, elles appartiennent à des tribus, villages, clans. Enfin, c'était un peu flou ce que c'était. On va les délimiter, on va leur donner ça c'est pour telle tribu et ça c'est pour telle tribu. Mais on va bien organiser tout ça. On va dire que chaque tribu a des représentants et nous, on va chapeauter tout ça et on veut parler aux représentants. Du coup, ça crée un système beaucoup plus facile d'organisation de ces terres-là, mais aussi de pouvoir exploiter ces terres. Donc, ce qui a été quand même aussi fait, c'est de protéger ce type de terres. C'était aussi une manière de les protéger d'une trop forte exploitation. Et cette protection a fait que ces terres existent encore aujourd'hui. On représente beaucoup de la superficie du pays. Et d'ailleurs, il y a des quartiers entiers de villes qui sont sur des terres collectives. Donc ça crée un problème pas possible, et avec des maisons construites dessus. Donc en question d'héritage, c'est parti. Mais bon, voilà, c'était... Mais pour vous dire, en fait, on est dans un... Il se passe il y a plein de transformations à plein de niveaux, et on débat finalement, on discute d'héritage tout le temps. Même si on ne parle pas de l'héritage, mais on discute indirectement, enfin à travers par exemple ce mouvement. Si quand je suis un peu des litiges, en fait, je prends des affaires et je vois comment une personne, tout ce qu'elle va faire pour aller demander une part de sa terre, il y a eu le mouvement, et après elle s'est passée devant la justice. Il y en a qui ont fait sont allés jusqu'à avec l'aide d'associations, parce que souvent c'est des femmes qui ne lisent pas, qui n'ont pas une connaissance de ce fonctionnement. Et donc il y a eu un peu cette coalition entre différents types d'acteurs pour essayer de changer. Et il y a eu des changements incroyables. Donc aujourd'hui, il y a des naïbat, donc des représentantes de collectivités ou de tribus femmes, qui font ce travail de parler au nom de la collectivité, mais en tant que femmes. Voilà. Mais donc en 10 ans, en fait, c'est un processus lent. Et donc, il se passe ça, mais pas nécessairement. Vous voyez, ça se passe à différents endroits. Mais et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on discute ? On discute des normes. Qu'est-ce qui devrait primer ? À quel moment, qu'est-ce qui devrait primer ? Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a le droit successoral, mais il y a aussi la Constitution. La Constitution, elle dit les hommes et les femmes sont égaux. L'article 19 de la Constitution. Pas à se battre contre ça d'un point de vue. Il y a égalité. Voilà. Dans la loi, il n'y a pas cette égalité-là au niveau du sujet dont on parle. Tout à fait. Donc l'égalité, en fait, c'est un droit constitutionnel. C'est fixé par la Constitution. En même temps, il y a le droit successoral qui lui dit un peu autre chose. En même temps, il y a encore les usages coutumiers qui peuvent parfois dire autre chose. Selon les cas, ils vont s'adapter au contexte. Le point commun, c'est que c'est
un peu toujours les mêmes profils qu'on écarte. On les écarte. Enfin, qu'on écarte, ou en tout cas qui sont pas à égalité. Je veux dire, on les écarte pas systématiquement, il ne faut pas être paranoïaque, mais je veux dire, il n'y a pas d'égalité. Quand on est dans la question même, on ne trouve pas l'égalité qui s'applique comme on s'attendrait, je ne sais pas qui est on, mais on s'attendrait d'une loi. Mais je pense que dans l'héritage, il y a d'égalité nulle part. D'ailleurs, je pense qu'ici en France, on réflèchit à abolir l'héritage parce que ça perpétue les inégalités d'une génération à l'autre. En fait, il y a tout un débat là-dessus. C'est là qu'on peut voir le côté universel de cette question, puisqu'on est finalement, on n'est pas égaux devant l'héritage en général, mais là, plus particulièrement quand effectivement il y a déjà des catégories qui sont moins favorisées que d'autres et que c'est prévu. Donc j'allais dire c'est presque encore plus difficile d'essayer de rééquilibrer ou carrément de se battre contre, ou en tout cas d'avoir ce qu'on pense devoir nous revenir. C'est quand même assez difficile puisque oui, tout à fait. Au-dessus on considère qu'il n'y a pas de problème et en fait dans ce à quoi vous êtes confronté, le système vous dit que c'est pas pour vous, donc c'est double travail, quoi. Oui, tout à fait. C'est comme ici on dit on va abolir l'héritage. En fait, on serait plusieurs à se dire non, en fait, je suis pas sûr que j'aimerais que ce soit ça. Ou quand on dit qu'on taxe l'héritage, il y a des impôts sur l'héritage, mais en fait c'est une manière de redistribuer autrement une partie de ce. Non, je me suis même rendu compte que c'est tellement presque des choses matérielles, comme quelque chose de sulfureux autour. Quand je me disais, au fond, c'est vrai, quel que soit le patrimoine, etc., on est tous des héritiers. J'étais un peu gêné de dire ça, comme si héritage, ça voulait dire des choses matérielles, des choses comme ça. Donc, avant même de penser à un cas concret, on sent tout de suite que c'est quelque chose de jamais neutre. Alors, c'est une conclusion, alors là, ça va être presque déprimant, mais il ne manquerait plus que ce soit neutre, quoi. Ça n'existe pas. Sauf quand le partage qu'on organise, de façon à rééquilibrer. À la limite, quand ça se passe bien, c'est qu'on veut rééquilibrer quelque chose. Il faut peut-être continuer, c'est de la conclusion qu'on peut. Ça me dépasse. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation. Merci Imane, merci Jasmine pour cette conversation. Peut-être que, je sais pas, dans un an, si on reprend la même conversation, ou un an ou peut-être plus, ce serait intéressant d'un jour d'avoir une conversation sur quelque chose qui aurait évoluer. Non pas que je sois pessimiste, mais que... Pas dans un an, mais dans quelques années peut-être. Ça évolue lentement, comme beaucoup de choses, oui. Mais ce serait intéressant En tout cas, c'est quelque chose à surveiller, parce que moi, je sais que j'en ai entendu parler une fois, dans les années 90, et je vous garantis que même le mot Moudawana, je ne l'ai pas réentendu depuis que j'ai lu cet article en 1993. J'ai été au Maroc entre-temps, etc. Et en fait, donc c'est pour vous dire que je croyais être curieux, m'intéresser à des choses, etc. Et ben en fait, je ne le voyais pas. Et plus je me penche dessus, je me dis mais c'est quand même énorme. Et en plus, ça a même une portée universelle au sens où on peut tous se mettre brusquement à regarder autour de soi ou même soi-même, savoir si on est correctement servi dans la répartition. Et on se rend compte que c'est aménagé suivant les profils. Enfin, il y a un côté un peu comme ça. Donc c'est vrai que c'est une question qui n'est pas simplement pour le Maroc et le contexte dans lequel on en parle, mais dès qu'on se penche dessus et qu'on voit finalement à travers ce travail-là, on se pose des questions aussi sur des choses qui nous concernent. Donc il y a une portée universelle qui me semble assez évidente et importante. Merci beaucoup.